Salut à toi et bienvenue sur le podcast d'Axe Open. Ici, tu peux écouter tous les mois une bande de développeurs pros qui parlent sans aucun filtre de leur quotidien dans le monde de la tech. Allez, c'est parti. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me the one in control. Ouais, ça tourne. Salut les techos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve en pleine forme aujourd'hui pour parler de la TMA, de la tierce maintenance applicative, parce que oui, les SI regorgent d'applications en tout genre, mais on le sait, dans les boîtes, il n'y a pas uniquement la première version d'une appli qui compte, il y a surtout toute la partie exploitation. Alors pour garder et maintenir vos applications, en gros, vous avez à peu près deux solutions. La première, c'est de gérer la maintenance vous-même en interne, et la deuxième, c'est de la confier à un prestataire, c'est justement ce qu'on appelle la TMA. Bon, vous pouvez aussi décider de vous en foutre, mais bon, autour de la table, je pense qu'on vous expliquera que c'est pas forcément la bonne solution. Alors, comment est-ce qu'on se lance dans une TMA? À quoi faut faire attention? La team du jour va vous expliquer justement à peu près comment ça se passe et vous donner tous leurs bons conseils pour gérer le run. Autour de la table, j'ai donc mes petits habitués. Il y a Philippe le Java Man aigri. Hello. Greg le grand sage. Salut. Et Freddy les griffes de la nuit. J'assume pas. Est-ce qu'on n'a pas augmenté la moyenne d'âge de ce podcast là d'un coup? Là, on vient de plomber. Pour toi. Et on a perdu quelques techos. Notre équipe habituelle de techos n'est pas autour de la table pour la TMA. Bah, c'était pas un sujet où ils se sentaient. Mais bon, vous serez les fiers représentants, j'imagine. On va faire comme d'hab, on pose quand même les bases. On va poser les bases. Simple, classique. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer simplement, en gros, pourquoi c'est important de se soucier de la maintenance, qu'est-ce que c'est, et la TMA? Greg, Allez. tu nous fais une explication? Alors, qu'est-ce que c'est que la TMA? C'est juste d'avoir une application qui tourne en production, comme toute application que n'importe quel client aurait. Et cette application-là, il va y avoir des aléas, il va y avoir des choses à vérifier, il va y avoir des évolutions à apporter. Et dans ce cadre-là, on met en place ce qu'on appelle un contrat de tierce maintenance applicative, donc pour maintenir l'application dans le temps et dans sa durée de vie, qui va permettre à la fois de parer à toute éventualité de ce qui peut arriver sur une application pendant qu'elle tourne, et de pouvoir plus facilement apporter des évolutions à cette application, rajouter des modules, faire des petites fonctionnalités en plus. Donc le cadre de la TMA, c'est ça. Pourquoi on s'en occupe et qu'on ne laisse pas habituellement une application dans son coin tourner toute seule? C'est que la TMA permet aussi de fixer des conditions d'intervention, ce qu'on appelle des SLA, pour pouvoir dire si mon application n'est pas en train de tourner pendant 4 heures, il faudrait que quelqu'un intervienne et pas qu'on attende 2 mois avant qu'elle remonte. Donc c'est principalement ce que cadre aussi la tierce maintenance applicative. Ok. Et du coup, est-ce que, en fonction des boîtes, des applications, etc., est-ce qu'il y a des cas où c'est préférable de gérer plutôt la maintenance en interne? Est-ce que ça a un intérêt? Ou est-ce que, dans tous les cas, on se dit que l'externaliser à un prestataire, c'est forcément mieux? Alors, on peut le gérer de 2 manières. C'est-à-dire qu'on peut soit tout confier à un prestataire, soit tout gérer en interne, mais on a aussi le entre-deux. Parce que dans une TMA, souvent, quand on maintient une application, on a plusieurs niveaux de support. Donc, ce qu'on va appeler des niveaux de support, c'est qui intervient, à quel moment et pour quel problème dans la maintenance. Donc, on a souvent un support qu'on appelle le support niveau 1, qui est souvent géré en interne par le client. C'est le support de plus bas niveau. C'est j'ai un petit problème qui va peut-être souvent être un problème fonctionnel, un problème d'incompréhension, un problème de formation de l'utilisateur. Ce genre de problèmes-là sont réglés très vite. Il n'y a pas besoin d'une grosse compétence d'intervention. Ça, c'est souvent gardé en interne. À partir du niveau 2, se pose la question effectivement d'externaliser la prestation de maintenance. Soit on a les compétences techniques en interne pour le faire, on a une équipe dédiée pour le faire. Donc souvent, c'est une équipe dédiée qui va être mutualisée sur plusieurs applications. Ça veut dire qu'on a plusieurs applications, sinon, c'est pas très rentable de monopoliser une ou deux personnes pour une seule application. Et on peut le faire en interne, donc soit effectivement on externalise parce qu'en fait on n'a qu'une application et on ne va pas dédier 2 personnes à la maintenance de cette application. La plupart du temps, ils n'auront rien à faire. Est-ce que vous pensez autour de la table, il y a une typologie d'application que vous ne conseillerez jamais de fixer à un prestataire? Est-ce qu'il y a, je sais pas, genre l'application critique, est-ce que s'il y a les ressources, vaut mieux garder en interne? Ou est-ce que non? Ça dépend de la charge qu'il va y avoir sur l'application, concrètement. Okay. Si une application qui est très, très utilisée en interne, qui est peut-être cœur de métier interne, hyper critique, il vaut mieux aussi avoir des compétences en interne. Ça va aider à la réactivité, ça va aider à la qualification des problèmes avant de faire appel aux prestataires externes. Mais concrètement, tout peut être externalisé. C'est juste une question de qualité de service et de qualité d'engagement.
C'est-à-dire que sur une maintenance, on va parler du coup de SLA et ces SLA, soit on va se dire on va intervenir par exemple en jour ouvré ou en heure ouvrée, donc ce qui se dit qu'on a un petit peu de temps pour travailler, soit une application très critique, il va falloir intervenir dans l'heure ou dans la demi-heure et prendre en charge le problème dans l'heure ou la demi-heure, parce que dans certaines entreprises, dans certains services, il y a un coût à la minute de non-disponibilité d'un service. C'est calculé, c'est chiffré, et du coup, il faut éviter la moindre indispo. Donc, dans ce cadre-là, c'est là où on va se dire quelle équipe on met à disposition, est-ce qu'il vaut mieux l'externaliser ou l'internaliser. Sur les grosses applications ultra critiques, il y en a toujours une partie qui est internalisée, parce qu'en fait, ça descend très très vite, ça descend quasiment du directeur dans les 2 minutes où l'application est indisponible, qui va taper sur ses équipes directement avant même d'avertir qui que ce soit. Ouais, c'est souvent le plus gros moment de pression d'un DSI, l'application cœur de métier qui est indisponible pendant 3 minutes. Souvent, le DG finit dans le bureau du DSI assez rapidement et il n'a jamais descendu les étages aussi vite de sa vie. Et effectivement, je pense que sur les applications critiques, ce qui est important aussi, c'est de conserver une compétence fonctionnelle, parce que le pire pour une application, c'est qu'il n'y ait plus de sachant métier. À la limite, la partie expertise technique, c'est même préférable de l'externaliser, parce que maintenir un très bon niveau technique quand on est dans un secteur qui n'est pas l'IT, c'est pas évident. Par contre, conserver les sachants ou à minima la documentation ou des gens qui connaissent les process métiers, ça c'est capital. Je pense qu'il y a un sujet que vous n'avez pas abordé, mais je pense qu'il est important de clarifier, c'est qu'on confond souvent la MCO et la TMA. Et dans ce que tu disais, il y a beaucoup de flou, à mon avis, là-dessus. Il y a 2 sujets. Il y a vraiment la MCO, c'est comment je maintiens mon application en conditions opérationnelles. Mais ça a plus à voir avec de l'infrastructure et compagnie. Et quand tu dis TMA, dans la TMA, c'est surtout la résolution des bugs qui existent. Une indisposition sur une application, elle peut avoir 2 causes. Elle peut avoir une cause d'infrastructure, le serveur est tombé et compagnie, et ce n'est pas nécessairement la TMA qui va s'en occuper. Par contre, elle peut être down, l'application, parce qu'il y a un bug. Et là, ça sera la TMA. Et c'est pour ça que je voulais dire, c'est que je pense que dans le cadre de la PME lambda, il y a souvent une confusion entre ces 2 termes. C'est pour ça d'ailleurs que cette confusion existe, mais c'est vraiment 2 métiers qui sont différents, mais qui peuvent être jumelés ou condensés au sein d'une TMA. Mais c'est souvent 2 métiers qui travaillent ensemble aussi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a une indisponibilité d'une application ou un problème ou un bug sur une application, la première couche qui va qualifier ce problème-là, c'est la couche TMA. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est l'infrastructure qu'il y a derrière, on ne la voit pas. Par contre, on voit que l'application n'est pas disponible. Donc après, très vite, potentiellement, la TMA va dire c'est pas nous, c'est côté infrastructure, donc c'est pas notre équipe. Mais il y a souvent cette qualification qui est faite par la couche de TMA. Donc c'est 2 couches différentes, effectivement, comme tu le dis, mais qui ont souvent tendance à travailler ensemble. Tu l'as souligné, Greg, en intro, j'ai pas les plus jeunes avec moi. Vous avez un peu d'expérience sur les TMA. Et je poum. Philippe, tu nous fais un petit point historique. C'est le moment historique. Moi, j'aimerais bien savoir si la TMA, est-ce que ça a évolué dans les années? Oui, ça a énormément évolué. Il y a toujours eu de la TMA, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais c'était pas un truc qui était... c'était pas un truc tellement critique pour 2 raisons principales. C'est que, premièrement, déjà, il y avait beaucoup moins d'applications. Donc, quand on prend le SI d'un système d'information d'une boîte il y a 30 ans en arrière, tu avais le RP, la compta, et globalement, c'était à peu près tout. J'exagère volontairement, mais donc, du coup, le besoin de TMA, il était très centré sur des outils qui étaient souvent développés en interne sur des vieux systèmes, et du coup, c'était un peu plus facile. Donc ça, c'est le premier problème. Maintenant, aujourd'hui, dans un SI, il y a 200, 300 applications, et c'est pas un ordre de grandeur qui est faux, loin de là, quoi. Donc ça, c'est le premier besoin, c'est que la première évolution, c'est qu'il y a beaucoup plus de besoins de TMA là-dessus. Le deuxième facteur qui est très important, c'est qu'avant, on s'en foutait un petit peu des TMA. On avait moins d'impact opérationnel sur des applicatifs. Maintenant, comme disait Grégory, une application qui tombe, c'est un cauchemar. Et on n'avait pas de problème de sécurité. On vivait dans un monde où on pouvait ne pas mettre à jour les applications, pas les maintenir, et c'était pas très, très grave, quoi. Aujourd'hui, maintenant, on peut plus vraiment se permettre de faire ça, et donc du coup, la charge de TMA est devenue très importante. Et je rajouterai un dernier point qui me paraît extraordinairement important, c'est qu'on est dans un monde où la TMA, c'est 99% du boulot de l'informaticien. Dans les entreprises, quasiment toutes les fonctions sont informatisées. Il y a aujourd'hui très peu de fonctions qui ne sont pas informatisées. Les RH sont informatisés, le marketing est informatisé,
les ventes, tout est informatisé. Donc, le job aujourd'hui de l'informaticien est plutôt d'être capable de faire maintenir et de faire évoluer ces applications-là et de fois les réécrire, hein, ça ne veut pas être ça. Mais je veux dire, on est de moins en moins dans un cas de création pure. Donc, en fait, si on faisait un proportionnel, on avait la charge de maintenance, elle devient beaucoup plus importante que la charge de développement from scratch qu'on a pu avoir par le passé. Je vais rajouter un dernier point sur ton dernier point. Vas-y. Il y a un autre facteur aussi qui a fait évoluer beaucoup la TMA, c'est la partie agile qui est venue dans le développement informatique, où on fait des livraisons toutes les 2 semaines, là où avant on était purement en cycle en V, on faisait des livraisons tous les 6 mois. Ce cycle de livraison toutes les 2 semaines, ça inclut aussi son lot de bugs qui vont avec, son lot de régressions qui vont avec, parce qu'on est incapable de tester une application de bout en bout quand on fait des livraisons toutes les 2 semaines. On ne va pas retester toute l'application. Ça, multiplié par le nombre d'applicatifs, en fait, ça fait un nombre de bugs considérable qui peuvent arriver à tout moment. Donc, on a augmenté énormément la surface possible de bugs sur l'ensemble du SI d'une entreprise, ce qui fait qu'en fait, le besoin dans TMA a explosé par rapport à avant. Et je rajouterai un dernier point à vos 2 derniers points, c'est qu'une TMA, en fait, c'est l'image d'une DSI. C'est-à-dire que souvent, les DSI mettent un effort incroyable pour faire du build, pour faire des projets, parce que c'est glorieux, parce que l'aboutissement, c'est la mise en production. Or, pour les utilisateurs d'une entreprise, l'histoire commence quand on met en place une TMA, et c'est vrai que c'est souvent les irritants. C'est-à-dire que tu as une belle application, alors il y a eu un marketing autour ou pas, mais tu as une belle application qui est mise en production. Et là, les ennuis commencent. Et c'est là que la TMA, qui, je pense, par le passé, était un truc un peu subi et personne ne voulait bosser dessus, où maintenant, il faut être exemplaire parce que c'est l'image de ton travail que tu as fait qui n'était pas visible avant la mise en production. Factuellement, pour justifier ça, c'est ce que remonte le DSI en termes de KPI, c'est le taux de disponibilité des applications de l'ensemble du parc applicatif, donc que ce soit TMA ou MCO, et des fonctionnalités les plus importantes même du SI. C'est-à-dire que si on a un outil de vente, on va être jugé sur la partie KPI de disponibilité de l'ensemble du SI, mais la partie outil de vente, elle va être à part, parce qu'on sait que cet outil de vente, s'il n'est pas dispo, potentiellement, c'est des ventes qu'on n'aura pas et c'est du chiffre d'affaires en moins. Si, avant qu'on rentre vraiment dans le détail pour donner nos conseils pour les lancements de TMA, etc., qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à, par exemple, un DSI qui nous écoute et qui se dit « Tiens, je mettrais bien une application ou plusieurs en TMA ». Qu'est-ce qu'il faut qu'il se pose comme question, ou en tout cas qu'il clarifie de son côté pour pouvoir, en tout cas, passer le cap et aller voir ensuite un prestat, quoi. Alors, on n'externalise que ce qu'on maîtrise. En gros, si vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire et vous ne savez pas quel est le périmètre de ce que vous avez, vous ne connaissez pas la force de vos équipes, vous ne connaissez pas le budget que vous êtes prêt à louer, n'allez pas voir des prestataires, en fait, ça va être un massacre. Donc, en fait, pour bien qu'une TMA fonctionne, la première chose, je pense, c'est cartographier exactement ce dont on a besoin, voir ce qu'on a en interne, voir le budget qu'on est prêt à y mettre, voir les impacts et compagnie, et après, être capable de piloter tout ça. Donc, moi, je pense que le premier enjeu, il est organisationnel, avant même de rentrer dans des considérations techniques. Ouais, je te rejoins, il faut fixer le périmètre. Après, moi, il y a une deuxième chose que j'aime bien avoir sur les consultations en TMA, c'est les SLA qu'on veut avoir. C'est-à-dire qu'en fait, une TMA, si on veut une intervention dans les 10 minutes ou si on veut une intervention dans les 10 jours, tout change. Le dispositif change, l'organisation change, les ressources changent. Le prix change énormément, forcément, en conséquence de ça. Donc, c'est savoir, ça rejoint ce que tu disais, Philippe, c'est savoir ce qu'on veut au final. Qu'est-ce qu'on veut pour cette application ou ces applications et fixer le périmètre. Et comment est-ce que, quel conseil vous donneriez du coup à des DSI une fois qu'ils ont donc, fixé un petit peu effectivement leur périmètre, ce qu'ils voulaient, etc. Quand ils vont voir des prestataires, comment est-ce qu'ils évaluent ensuite? Puisque généralement, tu consultes 3 à 5 prestats. Qu'est-ce qui est important? Demain, vous devez fixer une application à quelqu'un d'autre. C'est quoi le point important? C'est plutôt du coup pour choisir son prestat, c'est son niveau de technicité, c'est son niveau organisationnel, c'est quoi? Moi, je pense qu'il y a les clients, ils regardent tous des trucs différents. Il y en a certains, ils sont très ils sont très sur le process. Ils s'en fichent un petit peu de la technique, tout ça, mais ils veulent que le process, j'ai envie de dire, qu'on avance les petits tickets, qu'on leur mette leur petit label, que ça soit hyper carré. Et il y en a d'autres qui vont plutôt s'orienter sur je vais être certain que j'ai quelqu'un techniquement en face qui soit capable de répondre à la question. Et moi, je pense que c'est ni l'un ni l'autre qui est très important. Je pense que ce qui est le plus important, c'est que le prestataire que vous ayez choisi soit capable de vous embarquer dans un futur désirable avec votre application. Et j'entends par là que
vous ne vous retrouviez pas dans 6 mois, 2 ans, 3 ans avec une application qui est obsolète. Donc, je pense que le plus important, c'est d'être capable d'avoir un prestataire qui fasse évoluer l'application, la mettre à jour et compagnie, et qui puisse vous livrer, enfin, qui soit toujours un petit peu à l'état de l'art. Je pense que pour ça, tu disais, c'est pas forcément la partie technique ou méthodologique, enfin, les deux vont ensemble. Sur la consultation, je pense qu'il y a un point qui est important, c'est que le prestataire que vous allez consulter ait vu l'état technique de l'application, ait vu le code, et pu l'auditer d'une certaine manière avant de se dire je me projette quelque part. En fait, ce qu'on appelle une code room, hein, classiquement, va permettre au prestataire d'évaluer ce qu'il va y avoir à faire dans la prestation et permettre de voir aussi, côté prestataire, s'il est intéressé par reprendre l'application et s'il pourra le faire, s'il sera en capacité de le faire. Il ne faut pas se mentir, il y a certaines applications où on peut faire une demande de TMA. En fait, l'application est quasiment immaintenable. C'est-à-dire qu'il faut clairement envisager une refonte parce qu'on ne peut rien promettre sur une application comme ça. Et le fait de donner accès au prestataire à ces informations-là avant même d'évaluer sa proposition, je pense que c'est quelque chose de très important et c'est un prérequis à faire une consultation en TMA. Et si on pouvait donner un conseil d'une mauvaise idée, parce que c'est souvent une chose que font les DSI, mais c'est pas volontaire de leur part. Je pense que c'est surtout ils ont l'impression de se faire avoir. C'est souvent on a des DSI qui veulent pas nous donner la volumétrie des tickets ou du nombre de bugs qu'ils ont, parce qu'en fait ils ont l'impression que du coup on va les surchiffrer ou compagnie. Et, il faut bien y envisager que quand nous on fait un chiffrage de TMA, en fait la seule chose qu'on essaie de cadrer, c'est la taille du dispositif. Une fois que les leviers techniques les verrous techniques sont levés, nous c'est un dispositif humain, c'est-à-dire on va compter un nombre de jours qui soit, comme disait Grégory, plus ou moins disponible en fonction des SLA. Mais en gros, c'est ça qu'on veut dimensionner. Donc, ça sert à rien d'essayer de faire de l'omerta ou je sais pas, de la rétention d'informations. Parce qu'en fait, au final, on met toujours plus cher quand on a un doute. Donc, si vous avez que 2 tickets par mois, dites-le nous et on va chiffrer un truc beaucoup plus bas que si vous avez 300 tickets par mois. Oui, alors c'est le meilleur moyen de partir sur une mauvaise base aussi. Hein, parce que si d'un côté, il a été caché qu'il y avait en fait 200 tickets par mois et qui nous ont fait chiffrer sur 5 tickets par mois, on part sur de mauvaises bases et en fait, la maintenance applicative, c'est une grande question de relationnel. C'est-à-dire qu'en fait, on construit avec le prestataire et c'est pas une relation de force entre le client et le prestataire. Ouais, et en complément, je pense que c'est aussi important que les clients intègrent le fait que quand on met en place une TMA, même s'il n'y a pas ou très peu d'activité, c'est indispensable de conserver un socle. Parce que ce qui garantit la réussite d'une TMA, c'est le maintien de la compétence. Et c'est vrai qu'une ESN, elle a beau être agile, dégainer des ressources parce qu'on passe de 10 ou 12 tickets à 40 tickets le mois suivant, et à aucun ticket le mois d'après, il faut qu'on soit capable de maintenir cette compétence fonctionnelle, même s'il n'y a pas d'activité. Et ça, dans les contrats de TMA, c'est important de le prévoir. Et donc, il y a un gros enjeu confiance de ce que j'entends quand même dans tout ce que vous dites. Si on passe à du coup, côté un peu plus opérationnel, est-ce qu'on est d'accord que donc, quand on se lance dans une TMA, vous avez choisi votre prestat, etc., on se dit, vas-y, c'est parti. Est-ce que la première étape, l'étape de transition, est-ce que c'est la plus dure et la plus cruciale ? Vous êtes d'accord ça là-dessus ou pas ? Pas du tout. Non. Ok. Alors, non, mais c'est marrant. Parce que c'est vraiment l'impression. C'est marrant parce qu'il y a cette crainte, en fait. Cette crainte de la passation, tu vois. de la réversibilité. Est-ce qu'ils et vont tout. y arriver ? Alors, en fait, dans la vraie vie, c'est que la réversibilité, le mec qui s'en va, il n'est pas coopératif. Parce qu'il s'est fait sortir du dossier. Et donc, du coup, en fait, il va nous transmettre globalement rien, ou très peu, en tout cas par rapport à la réalité des choses. Donc la phase de réversibilité se passe bien. Elle se passe toujours bien. Oui, entre gens polis, oui, généralement. Entre gens polis, ça se passe bien. Mais dans la vraie vie, moi, je trouve que c'est pas du tout le plus important. Le plus important, c'est d'avoir dimensionné un dispositif qui soit réel et de se parler, mais le plus possible. Je pense qu'il faut... les Anglais, ils disent hypercare. C'est-à-dire, dans le démarrage, il faut faire de l'hypercare. Il faut s'appeler tout le temps, communiquer tout le temps, voir les problèmes et compagnie. Et c'est la réussite. La réversibilité avec l'ancien prestataire, honnêtement, c'est important de le faire, mais on en tire moins de choses qu'on ne le pense. Je pense que le plus gros risque, en fait, sur la réversibilité, sur la reprise d'une TMA, c'est le manque de connaissances métier du côté du client. Parce qu'en fait, comme disait Philippe, la réversibilité, ça va toujours bien se passer. On l'a fait, le prestataire donne ce qu'il a envie de donner, etc. Après, il y a 2 mois post-réversibilité qui vont être compliqués parce qu'on n'a pas la connaissance métier complète sur l'application, on n'a pas la connaissance technique complète sur l'application, on va se rendre compte qu'il y a 2-3 trucs qui n'ont pas été couverts pendant la réversibilité. Forcément, le prestataire a dit ce qu'il avait envie, il n'a peut-être pas pensé à tout, hein. C'est humain aussi. Mais si on peut se raccrocher à la connaissance métier côté client,
on s'en sortira toujours. Il n'y aura jamais de problème. Parce qu'en fait, on est des informaticiens, on comprend le métier et on sait le traduire techniquement. Si on n'a pas la base, si on n'a pas le métier, si on ne sait pas ce que ça doit faire, là, on est perdu. Et en fait, on n'a plus rien à se raccrocher parce que la réversibilité, ils ne sont plus là. Côté client, il n'y a plus personne. Et tout ce qu'on doit faire, c'est essayer de trouver par rapport au code, par rapport à 3 bribes de documentation qui datent d'il y a 3 ans, qui n'ont pas été mises à jour, ce que ça devait faire. Voilà. Et le pire dans tout ça, c'est que parfois, on va nous dire, il y a un bug, qu'est-ce que ça doit faire ? Je ne sais pas. Mais ça ne marche pas. D'où l'importance de ce que disait Fred tout à l'heure, important de garder la connaissance métier quand mais même complètement. en interne, vital. parce que sinon, t'es C'est foutu. vital. Quoi. Et tu parlais, Fred, tout à l'heure des contrats. Et vous pensez que c'est du coup... de ce que j'entends, vous dites que la réversibilité, de toute façon, comme les gens veulent sortir, c'est comme, je pense, quand tu arrêtes ton contrat de travail ou quoi que ce soit, effectivement, tu es désengagé et du coup, tu donnes pas le meilleur de toi-même. Mais du coup, est-ce que c'est important, quand tu vas contractualiser une TMA, de contractualiser cette phase de réversibilité pour t'assurer que quand même le prestataire, au cas où ça se termine, parce qu'il y a des histoires qui se terminent, fasse quand même cette phase et lâche 1-2 mois de dispo pour justement passer la co à quelqu'un d'autre. Alors oui, la clause de réversibilité, elle est indispensable dans tous les contrats que tu signes avec ton client, qui plus est pour une prestation de TMA. Par contre, elle est impossible à dimensionner, puisque en fait, entre le moment où tu signes ton contrat, où tu vas démarrer la prestation avec la société A et que tu passes en réversibilité vers la société B, le périmètre a évolué, donc le dimensionnement de la réversibilité, il est à revoir au moment où ça se passe. Mais il est prévu contractuellement, et c'est déjà bien qu'il soit prévu contractuellement. Après, c'est ce qu'on disait, il est fait avec la bonne volonté du sortant. Alors, il y en a qui le font très bien, et il y en a qui disparaissent de la circulation. Donc voilà, il faut jouer avec les deux. Après, oui, c'est comme une toute autre clause contractuelle, je dirais. C'est bien que ce soit là, ça n'assure pas grand-chose derrière. Bon, s'il y en a que ça intéresse, on avait fait un podcast sur le sujet avec une avocate sur les contrats de TMA. Je vous le mettrai en lien dans la description. Et, je me posais quand même toujours la question, mais la documentation, ça sert à quelque chose dans ces phases ou pas ? En vrai ? Ou c'est vraiment le temps humain qui est plus précieux C'est la dernière étape, quand on n'a pas d'informations. Quand Quand tu te raccroches à la doc, c'est vraiment que tu n'as plus aucun espoir. Et souvent, c'est pas miraculeux, tu trouves pas ce que tu voulais dedans. Ouais, je pense que c'est un petit peu comme... c'est beau dans la théorie, mais dans la vraie vie, ça n'existe pas, quoi. Je veux dire, on n'a jamais repris une TMA dans laquelle il y avait une doc qui était bien... Ouais, c'est surtout qu'il y a de moins en moins de docs. Ouais, il y a moins en moins de docs. Et puis en plus, je pense que ça implique un truc nouveau, c'est qu'on n'a plus l'habitude de lire des docs non plus. C'est-à-dire qu'il y en a moins en moins, et en même temps, le jour où on en a une, on n'a pas envie de la lire, parce qu'elle fait 50 pages et que... Qu'elle a été générée avec ChatGPT. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est une génération et du coup, je pense que... je veux dire, par exemple, si tu prends... c'est un humain, quoi. Je veux dire, si tu veux comprendre comment fonctionne une application, tu as envie qu'un mec vienne à côté de toi et te montre. Tu n'as pas du tout envie de te potasser le manuel utilisateur. C'est un peu le même principe. Donc, c'est intellectuellement rassurant d'avoir une doc, dans l'efficacité réelle, très faible. Après, en plus, tu as un problème avec la doc, c'est que tu ne sais jamais si elle est à jour. Non. Concrètement, tu sais que les docs, elles ne sont jamais mises à jour régulièrement. Donc, tu dis, elle a été mise à jour quand ? Il y a 2 ans, il y a 3 ans, etc. Après, sur la doc, ce qui est pas mal parfois, c'est les documentations de formation utilisateur. Ce genre de trucs-là qui sont des docs un peu métiers. Souvent, c'est mis à jour parce que les utilisateurs les utilisent et les ont à dispo. Et parfois, ça peut aider à comprendre les process, de comment ils ont pensé le truc, etc. Doc technique, jamais de la vie. En fait, par exemple, vous prenez le cas d'une spec, c'est un cas classique. Quand même vous trouvez une spec qui explique ce que fait la fonctionnalité. En fait, comme dit Greg, vous n'êtes pas complètement sûr que la spec elle a été implémentée comme ça. Et du coup, vous avez plus vite fait de regarder le code. Le code, c'est ni plus ni moins qu'une spec écrite correctement, quoi. La spec, elle a fait spec, elle a été déclinée en tickets. Les tickets, ils ont été évolués, ils ont été corrigés, qui ont donné lieu à d'autres tickets. Et à la fin, il y a un code qui ne correspond plus à rien, quoi. Si vous deviez juste donner un conseil chacun sur le lancement d'une TMA pour ne pas la louper, vous diriez quoi ? Faire un état des lieux complet et transparent de ce qu'il y a réellement dans l'application. C'est-à-dire, on ouvre le code, on regarde l'intégralité de toutes les fonctionnalités, on fait un vrai audit large, on fait vraiment la photo à l'état zéro. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme un état des lieux entrant. Dans un appartement, on fait la photo à l'état des lieux entrant, et quand le jour où on doit quitter l'appartement, on fera la différence entre ce qu'on a trouvé et ce qu'on a laissé. Et je pense que c'est la bonne approche, quoi. C'est ne pas aller trop vite dans cette phase d'entrée et de faire un vrai état des lieux de ce qui est. Et puis, je pense que dans un deuxième temps, alors le process, c'est bien, l'outil ticketing, c'est bien, mais je pense que dans les 100 premiers jours, c'est aussi important entre guillemets, de surcommuniquer et de ne pas hésiter à parler aux gens plutôt que de faire que des échanges par ticket, parce que
comme on le disait tout à l'heure, la TMA elle nécessite de la confiance et la confiance, elle se travaille au travers de la com, la vraie com. Et conseil pour les développeurs qui font de la TMA, c'est normal que vous ne compreniez rien les premiers tickets que vous ayez à traiter. Donc, c'est pas grave d'appeler le client et de lui dire honnêtement, là, on est toute la bonne volonté et on veut le traiter, mais on ne sait pas ce que. C'est comme ça qu'on tisse la relation de travail ensemble. La relation, ouais. Tu parles des développeurs, t'en parlais un petit peu avant en disant oui, la TMA maintenant c'est beaucoup, dans nos activités ça a une place majeure par rapport au build et ça a changé ces dernières années. Les développeurs, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qui les motive à travailler sur des TMA ? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire ? Est-ce que c'est un sujet ou pas d'ailleurs ? Alors dans le TMA il y a la maintenance, mais en fait aujourd'hui ça n'a plus vraiment de sens de parler comme ça parce que dans maintenance il pourrait sous-entendre maintenance et évolution. Le terme TMA est très galvaudé en fait. Ouais. On entend toujours maintenance, on va corriger des bugs, corriger des tickets, etc. En fait, 80% du travail sur les TMA, c'est de l'évolutif. C'est que de l'évolutif et de l'ajout de fonctionnalités. Et on est en agile, donc ça évolue, on corrige en même temps qu'on avance et qu'on évolue, quoi. Donc, c'est quoi ? C'est la question, c'est un conseil pour eux ? Ouais, mais c'est surtout qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie de travailler ? qu'ils ont envie de bosser, moi, je pense qu'il y a deux trucs qui font que les développeurs ont envie de travailler, mais c'est toujours les mêmes. Un, que la technologie soit pas obsolète. Ça, c'est le facteur numéro 1. Si vous avez une techno qui est obsolète, le gars, il aura moins envie. Et le deuxième truc, c'est le facteur humain, que le client soit sympa. Et une fois que vous avez réglé ces deux problèmes-là là-dessus, le premier problème, il est très facilement actionnable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de technologies qui sortent réellement. Donc, en fait, si vous faites les montées de version et que vous faites à peu près le travail d'hygiène de l'application, vous êtes toujours à peu près à l'état de l'art. Donc, il n'y aura pas de frein technologique. C'est vrai que si vous demandez de maintenir un truc qui vous n'avez pas mis à jour depuis 10 ans, là, ça va coincer. Et la deuxième chose, c'est que le rôle du chef de projet et du client, c'est d'instaurer une ambiance sympathique. Parce que c'est ce qui va faire la différence entre je te traite ton ticket à la va-vite et je m'applique un peu plus. Et on sait que ça fait toute la différence. Et puis peut-être de ne pas sous-estimer le niveau 1. Parce que c'est vrai que souvent dans les TMA, on a tendance à passer au niveau 2 extrêmement rapidement et on se retrouve à faire de l'accompagnement à l'utilisation de l'application. Et je pense qu'un dev, c'est pas ce qu'il préfère faire. Ouais, ça le déprime, ça. Après, on a surtout parlé de TMA dans le sens où on a des tickets, on traite les tickets, que ce soit correctif, que ce soit évolutif. Il ne faut pas oublier qu'il y a un penchant dans la partie TMA qui est aussi le conseil du prestataire envers son client. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans la partie TMA parce qu'on se dit... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on gagne des TMA. Voilà. Et en fait, cette proactivité que va avoir le prestataire, c'est souvent ce que va aller chercher le client. Et c'est là où on doit être devoir de conseil, notamment, comme tu le disais, Philippe, sur la partie évolution du socle applicatif, montée de version, etc. Je veux dire, on n'a pas peur de dire au client, il faut faire ça. Techniquement, fonctionnellement, ça vous apporte 0. Par contre, si vous ne le faites pas, dans 5 ans, vous êtes coincé et vous refondez tout, quoi. Mais après, c'est dur. Moi, je comprends tout à fait que ça soit dur parce que quand tu es dans une TMA, en fait, ton côté prestataire, ton rêve, c'est qu'il n'y ait pas de tickets. Et c'est vrai, parce qu'en fait, des tickets, c'est des problèmes et il faut que tu les traites. Donc, ton rêve implicite, c'est que tu n'aies pas de tickets. Donc, l'idée d'aller inverser cette dynamique et d'aller voir le client pour te créer du travail pour son bien, c'est un peu antagoniste. Donc, c'est vrai qu'il y a cette dualité qu'il faut savoir gérer et qui n'est pas forcément évidente. J'imagine. Si on parle un peu côté du coup Orga, une fois que tout est lancé et que vous êtes fait copain avec les développeurs, comment est-ce qu'on fait finalement pour suivre ? Je vais m'adresser plutôt à Fred ici. Tu mets en place c'est des comités réguliers où on va regarder un peu ce qui s'est passé, etc. Comment ça se passe ? Alors, il y a deux systèmes à mettre en place. Le premier, c'est bien évidemment l'outil ticketing. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a plusieurs clients et donc plusieurs TMA, on a potentiellement plusieurs outils. D'ailleurs, si quelqu'un avait une baguette magique pour avoir un concentrateur de tout ça dans un seul outil, ce serait merveilleux. Mais voilà, donc tu as la partie ticketing où tu mets en place des tableaux de bord pour les suivre. Et puis après, tu as un point hebdo, un comité hebdo où tu vas faire la revue des tickets, et notamment les tickets urgents pour vérifier qu'ils sont traités dans les temps. Et puis mensuellement, un peu comme un projet, tu as ton comité de pilotage où là, tu vas faire la revue des indicateurs, des SLA, et de vérifier qu'il n'y a pas de dérive. Parce que la difficulté en fait, d'une TMA, tu as différents modèles de contractualisation, mais soit tu es au temps passé avec un socle, et auquel cas, il faut quand même assez régulièrement vérifier qu'il n'y a pas de dérive, parce que tu ne peux pas te dire, ça y est, on en est à 36 tickets, on a bouffé le budget et on ne peut plus rien faire et on est le 3 du mois. Et puis après, tu as le système forfaitaire, alors, qui est, je pense, un peu plus dangereux pour les prestataires, mais qui peut être mis en place quand le prestataire il a fait le build. Et je trouve que ça a du sens.
Mais bon, on dérive de ta question. Mais c'est vrai que d'avoir un engagement forfaitaire sur une TMA quand le prestataire a fait le développement, c'est pas inintéressant parce qu'il est engagé à faire de la qualité. Et donc sur l'organisation de la TMA, c'est ça, outils ticketing et puis des instances de gouvernance assez classiques. De comité. Et en termes de KPI, justement, tu dis on suit des indicateurs, etc. C'est quoi les indicateurs importants qu'il faut absolument regarder? Parce que les KPI, on peut en faire, on le sait, plein, sur plein de sujets, etc. Est-ce qu'il y en a, c'est quoi les 2-3 KPI critiques, quoi? Je pense qu'on ne sera pas forcément tous d'accord. Moi, je pense que ça ne sert absolument à rien, les KPI. Parce qu'en fait, globalement, votre client, il est content, il n'est pas content. Et en fait, du moment où tu commences. Non, mais quand. Donc, c'est le KPI de satisfaction. Oui, mais je veux dire, du moment où le smiley rouge, le smiley vert, en fait, un KPI. Le ressenti est largement suffisant dans les TMA. Pourquoi? Parce que quand vous, à mon avis, parce que dans 99%, ça suffit. Parce que quand vous commencez à rentrer dans le taux de rapidité de résolution de ticket, le taux de prise en charge d'un ticket, le taux de machin, en fait, vous rentrez très rapidement dans un jeu d'attaque-défense. C'est-à-dire, globalement, à chaque fois que ton ticket il va arriver, je vais te le classifier d'une certaine manière, on va se batailler là-dessus. Après, on va passer. Et en fait, tout ce temps qui est perdu à générer de la donnée d'importance, de timing et tout ça, en fait, il n'est pas passé à résoudre le problème. Il est juste passé à créer des indicateurs. Et très rapidement, et ça va être. C'est mon coup de gueule ou pas? C'est maintenant. C'est maintenant. En fait, très rapidement, dans une TMA, le principal écueil, c'est de basculer de je fais des choses à je fais du process. Et en fait, très rapidement, tu peux passer la moitié de ta TMA, le temps de ta TMA, à faire du process, à faire ton super chart de burn down chart, à faire avancer tes tickets, à faire ça, à faire des réunions, à faire des suivis, à faire des pilotages. Et à la fin, tu produis que dalle. Donc, il faut absolument éviter cet écueil. Et je pense que les KPI sont souvent un mauvais outil, ou en tout cas un outil qui n'est pas pertinent pour gérer la relation. J'aimerais bien te dire que t'as tort, mais t'as pas tort. Non, mais après, le taux de dispo, voilà, le taux de dispo d'une appli, en fait, ok. Non, pour le coup, je suis totalement en phase avec toi. Par contre, les KPI qui vont y avoir derrière vont permettre de factualiser en fait ce mécontentement. Parfois, tu peux avoir un ressenti client qui est pas factuel derrière, où oui, il y a eu un bug qui a été très gênant la dernière fois, il est très mécontent. Globalement, sur la TMA, ça se passe quand même plutôt bien. On a un taux de dispo qui est plutôt très bon par rapport à l'ensemble. On a un taux de qualité qui est plutôt très bon. Donc voilà, outre la satisfaction client, moi, ce que je mettrais à suivre, c'est le taux de dispo, parce que ça indique quand même la qualité de ce que tu fais et ta qualité de réaction. Le temps de réaction, honnêtement, c'est souvent un truc qui est mesuré, de dire j'ai réagi en moins de 4 heures, j'ai pris le ticket en moins de 4 heures, moins de 8 heures. Franchement, on s'en fout. La plupart du temps, au best effort, on sait ce que veut le client, on sait quels sont les enjeux pour lui, et on va réagir le plus rapidement possible. Moi, il y a un indicateur que j'aime bien suivre, parce que souvent dans la TMA, c'est quelque chose qui se perd, c'est la partie qualité. De se dire, effectivement, ça oblige à classifier les tickets, mais j'ai du correctif, j'ai de l'évolutif. Juste surveiller que le correctif explose pas. Ça, pour moi, c'est un des trucs qu'il faut suivre, parce que doucement, il peut y avoir une dérive qu'on voit pas, et qui est très, très progressive. Et c'est important de le suivre un peu pour savoir que la qualité est toujours au rendez-vous, qu'on a bien suffisamment de temps pour traiter les tickets, et qu'on les bâcle pas, et qu'on dégrade pas la qualité de l'application. Justement, comment tu fais finalement pour gérer cette espèce de frontière entre la partie vraiment corrective, évolutive, tu vois, sans que ça devienne juste l'usine à tickets. Comment on fait? Ouais, il faut pas que ce soit l'usine à gaz. Après, c'est la relation entre les. Honnêtement, c'est pas facile. Ouais. Oui, mais je pense que si déjà la relation entre le client et le prestataire se passe bien, on tombe assez souvent d'accord sur qu'est-ce qui est une évolution et qu'est-ce qui est une correction. Voilà. Après, chacun a sa qualification. Moi, je dis que l'évolution, c'est quelque chose qui a un apport fonctionnel ou un apport technique. Et la correction, ça apporte rien ni techniquement, ni fonctionnellement. Voilà, c'est des choses assez basiques, quoi. Oui, parce que le vrai intérêt après effectivement de la maintenance, au-delà de se dire que l'application fonctionne, qu'elle fonctionne bien, qu'elle répond, etc., c'est surtout d'avoir un produit qui évolue et finalement des fonctionnalités métiers nouvelles et que les utilisateurs soient contents que ça crée de la valeur dans la boîte, quoi. Oui, c'est là qu'il y a de la valeur, c'est dans l'évolution, hein. La maintenance, c'est une perte de valeur pour la boîte dans tous les cas. C'est de l'argent qui est dépensé à rien, parce que ça apporte rien. Donc tout ce qu'on veut, c'est favoriser l'évolutif. Et d'ailleurs, dans certaines sociétés, c'est des budgets qui sont totalement décorrélés. Ouais. Et d'ailleurs, je me dis, TMA, c'est souvent OPEX, alors que tu as du CAPEX dans la TMA, parce que typiquement, je ne sais pas quelle est la répartition moyenne, mais comme tu disais, je pense qu'on a moins de correctifs et plus de petits évolutifs, et ça devrait être côté CAPEX. Mais souvent, c'est séparé, hein. Souvent, même dans une TMA, ils séparent en affichage derrière l'OPEX et le CAPEX.
Et tu disais tout à l'heure, du coup, faut regarder un petit peu tout ce qui est indicateur de qualité, etc. Un truc dont on a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est la dette technique. Tu disais, Philippe, oui, ça fait chier les C'est comme le développeurs. cholestérol, elle se voit pas. Voilà. Donc, le problème, quand il arrive, quand tu fais un arrêt cardiaque, mais tu le vois pas tout le long du problème. Quoi. Et pour le coup, tu as intérêt plutôt en tant que même, je pense que. Mais typiquement, c'est pour ça que je disais que les KPI souvent sont des mauvais indicateurs parce qu'en fait, il y a plein de manières de répondre à des tickets vite. Et du coup, si tu me demandes de répondre à un ticket vite, ben là, je vais te le répondre vite. Mais en fait, globalement, le code, il sera probablement daubé. J'aurais pas mis à jour les versions que j'ai vues. J'aurais pas corrigé les bugs que j'ai vus en passant parce qu'il y a ça aussi. Hein, quand tu es dans une TMA, tu vois des trucs qui sont stupides. Tu pourrais les corriger, mais si t'as pas d'indicateur là-dessus, bah, tu le fais pas, quoi. En fait, je dirais pas que ça se voit pas. Je dirais que c'est souvent mis sous le tapis, en fait. Parce que côté technique, le prestataire va le voir, va le savoir, il va en avoir conscience. Et puis bon, faut pas se leurrer, on a quand même des outils pour savoir que les versions sont plus à jour. Et puis on fait beaucoup de techniques, donc on sait que ça évolue. Donc on sait qu'on est sur une techno, et puis même les développeurs, au bout d'un moment, ils disent c'est quoi ce vieux truc là, tu vas pas me filer ça entre les mains. C'est surtout qu'on le met sous le tapis. Alors peut-être pas forcément côté prestataire, hein. Ça peut être aussi côté client, en disant ça apporte pas de valeur là, ce que vous me dites, vous avez une migration, une montée de version, ça va nous prendre 20 jours. C'est quoi la valeur ajoutée? Pour le moment 0, mais vous allez voir dans 2 ans. Ouais, mais dans 2 ans, ça aura bien changé, quoi. Ce sera un autre chef de projet. Ce sera un autre chef de projet, et puis ça se trouve, on aura refait l'application, etc. Bon, en réalité, non, et puis on va avoir accumulé une dette technique qui va nous coûter beaucoup plus cher que si on l'avait fait juste avant. Et, est-ce que, du coup, on conseille plutôt au DSI quand même de s'assurer que la dette technique, quand même, enfin, en tout cas, que les gens font les montées de version et qu'on a lu quand même un petit bout de budget Moi, je pense qu'honnêtement, comme tu dis, il doit y avoir un bout de budget qui est réservé à ça, c'est évident. Et par contre, je pense que ça devrait être un prérequis. C'est-à-dire, au même titre que les bugs, on doit les corriger, les montées de version, on doit les faire. Et je pense que ça devrait même pas, enfin, en tout cas, nous, chez nos clients, je leur explique, c'est même pas discutable, cette partie-là. Si vous voulez pas, vous allez trouver un autre prestataire, mais sinon, les montées de version, c'est faisable. Après qu'on est intelligent, on va pas les faire du jour au lendemain, on les planifie, on les budgète, tout ça. Mais ça fait partie du job de le faire. Je dirais qu'on a un truc très très pesant ces dernières années qui vient nous aider à faire ça, nous aider à faire monter les versions techniques. C'est la partie sécurité. Et en fait, il y a tellement d'enjeux de sécurité maintenant que les DSI sont de plus en plus vigilantes à ce que tout soit monté de version en temps et en heure. Pour le coup, merci la Sécu, ça nous a apporté plein d'autres problèmes, mais là-dessus, ça nous permet d'avoir un poids pour dire il faut vraiment monter de version, parce que sinon, on disait il faut monter de version, pourquoi ? Parce que c'est mieux pour après. Et là, on a des vrais enjeux de vulnérabilité qui font qu'on est obligé de monter de version et que maintenant, ça commence à être suivi et à être pris en compte. Je vais poser une question qui fâche avant qu'on clôt le sujet. Pénalité ou pas pénalité dans les maintenances? Alors, ça va être mon petit coup de gueule à moi. Moi, je suis la doyenne de la table et je pense que ça fait 20 ans qu'à chaque fois qu'il y a une négo sur des SLA, je propose quelque chose qui a systématiquement été refusé. Mais c'est de mettre en place un système de malus, certes, mais de bonus. Parce qu'on ne peut pas toujours taper. Et ça me permettrait de mettre en place un juste équilibre où, oui, parfois on fait mal, c'est la vie, on est humain et on paye. Mais par contre, ça s'équilibre parce que parfois on fait mieux que ce qui est attendu. Et malheureusement, messieurs, dames, les DSI, ça n'a jamais été accepté. Et en même temps, moi, je suis un petit peu moins vieux. Mais par contre, j'ai jamais vu de pénalité jamais s'appliquer. Donc en fait, du coup, c'est vraiment un truc sur lequel on s'écharpe. C'est juste du temps qu'on perd. C'est juste du temps qu'on perd. On s'écharpe et dans la vraie vie, ça s'applique pas parce que quand quand le client il est pas content, il dégage le prestataire et en fait, ça s'arrête là. Quand on commence à les appliquer, c'est que ça va se terminer très très vite. Ouais, c'est ça. C'est que c'est le début de la sur la fin. Comme on dit. Et peut-être juste un dernier mot avant de finir sur le sujet. C'est quoi vos clés pour une TMA réussie? Je vais me répéter, mais c'est la connaissance métier côté client. Sans ça, on fait pas grand-chose derrière. Ouais, je pense que c'est la transparence. Ouais. C'est-à-dire, la clé numéro 1, c'est de dire la vérité dans les deux sens. En tant que client, ne pas mentir sur l'état de ce qu'il a, ne pas mentir sur tout un tas de choses, parce qu'en tant que client, on a tendance à mentir sur les exigences qu'on a, en fait, qui sont pas des exigences très réelles. Par exemple, la majorité du temps, ils sont là, ouais, il faudrait que tant d'indispo soit maximum d'1 heure, parce que là, sur la 90% des applications, honnêtement, si l'application elle marche pas pendant 2 heures, il va prendre un café, le gars, il va faire autre chose et c'est pas grave. Donc ça, et puis du côté prestataire, de dire toujours la vérité, de ne pas cacher la misère. Il y a un bug, oui, il y a un bug, quelle est l'étendue du bug, comment on le corrige, quelles données alterner, voilà. Et je pense que la confiance se crée par l'honnêteté. Et ça crée des jolis outils.
fait, j'ai jamais vu d'outils aussi aboutis, aussi performants, aussi productifs que quand il y avait une belle relation entre le client et les développeurs et l'équipe de développement qui font qu'ils ont l'impression que c'est leur outil à tous et qui construisent un outil en commun. Et ça joue beaucoup pour les équipes de développement. De dire j'apporte une vraie valeur ajoutée, ça les motive, mais à 3000%. Surtout quand j'imagine tu proposes, quand tu travailles peut-être sur une thématique depuis un petit moment, tu peux proposer des idées, etc. Et du coup, tu contribues. Tu connais aussi bien que le métier. Bah ouais. Au bout d'un Et j'en rajouterai un, et après je laisserai la parole après, j'imagine, mais moi, il y a un truc qui m'agace et qui me donne systématiquement pas du tout envie de travailler, c'est quand il faut négocier la moindre virgule. C'est-à-dire qu'il y a des clients, ils pensent faire des économies en globalement voulant valider tout. Pour pas se faire avoir. Donc, tu veux changer un truc, tu fasses un devis, tu veux changer un autre truc, tu fasses un devis. Et en fait, la seule réaction que vous obtenez en faisant ça, c'est en fait, je vais rien faire et je vais juste faire travailler sur un autre client. Et je terminerai en disant ne pas hésiter, pas systématiquement, mais de temps en temps, à franchir la barrière et aller jusqu'à discuter avec les utilisateurs. Parce que je pense que la TMA, quelle que soit l'application, c'est souvent une pauvre adresse mail et on ne voit pas qu'il y a des êtres humains derrière. Et je pense que parfois, quand tu es un métier, un utilisateur et que tu as un irritant parce que ça t'empêche de bosser, d'être en contact avec les gens qui font et qui vont résoudre, c'est pas inintéressant. Ça détend tout le monde. Merci Fred pour ce beau mot de la fin. Philippe, t'avais un coup de cœur, un coup de gueule. J'ai pas très bien compris quand tu me l'as dit tout à l'heure. Le billet d'humeur de Philippe. Le billet d'humeur de Philippe, Alors, je ne sais Quand pas. c'est qu'on a un générique pour ça. Non, nos amis pour ceux qui ne le savent pas, Bing, donc le moteur de recherche de Microsoft, qui est derrière le moteur de recherche qui est utilisé du coup par Copilot, ont sorti. Ils ont une interface qui s'appelle Bing Search Console, qui est l'équivalent de la Webmaster Console. On ne sait plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle a changé de nom 4 fois. Je sais plus. Et en gros, qui vous permet de suivre un peu l'indexation de votre site, les problèmes là-dessus. Il y a deux choses intéressantes, c'est qu'ils ont sorti très récemment ce qu'ils appellent les données qui correspondent à l'indexation de vos pages sur l'IA et combien de fois elles sont citées. Donc vous trouvez en fait un nouveau petit répertoire qui vous dit que vous avez été cité. Nous on a été cité 6000 fois ou je sais pas quoi là-dessus, et il vous donne les pages qui ont été citées. Et donc du coup c'est à la fois super parce que du coup tu sais que t'es cité et à la fois tu t'aperçois qu'en fait ils t'ont juste volé ton contenu. Ils l'ont juste gentiment repackagé. Et en fait, j'ai fait le test parce que j'utilise pas Bing. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui nous écoute utilise Bing, mais vous pouvez faire le test. En tout cas, c'est utilisé dans Copilot. Si vous tapez quelque chose, il vous donne la définition qui vous a gentiment pris de votre site ou la réponse à votre question et il vous met juste en bas à droite que c'est vous qui l'avez dit, mais personne ne clique sur ce truc-là. Et donc, je trouve ça à la fois un coup de cœur parce que je trouve ça super cool de pouvoir voir qu'on est autant cité que ça et un coup de gueule parce qu'en fait, ce trafic-là, voilà. Il vient pas chez toi. Il vient juste pas chez toi. Alors nous, on s'en fiche parce on ne vit pas de la publicité. Mais je me dis, les gens qui sont vraiment... Il n'y a même pas de publicité. Il y a pas de publicité, mais je veux dire, les gens qui vivent de ça, je pense que c'est quand même du vol à main armée. Quand même. Quelle tristesse. Bah ouais, tu nous as mis un down là. Ouais. Mais on est cité, c'est positif. En fait, je pense que tous les services marketing du monde sont en train de dire la même chose. Ils ont des outils qui peuvent dire ça. Ils disent on est super cité. Ok. Et ça nous apporte quoi? Rien. Bah rien. Mais on est content. Ouais. Si, une fois, il y a un mec qui a cliqué sur une petite icône en bas à droite. Ah mais ça va être hyper compliqué pour la suite. Pour le coup. Mais de toute façon, on le savait une fois que c'est arrivé que la partie IA allait faire énormément de mal, de bien, en tout cas aller bousculer les codes classiques de l'internet et on voit pas trop où ça va. Moi j'ai du mal à voir réellement. Pas évident. C'est pas le sujet de ce podcast. C'est pas le sujet. Ce qui est marrant, c'était qu'il y avait quand même quelques années, les agrégateurs de news, ça avait fait un carton auprès de ceux qui publiaient parce que personne voulait être dedans, parce que ça leur volait leur contenu, plus personne allait sur les sites. Là, c'est quand même la même chose, mais généralisé, et ça s'est fait en 2 mois. Quoi. Ouais. C'est fou. Après, ce que je disais, t'as pas mal de gens qui lancent maintenant, justement comme ils en ont marre, je pense, de se faire exploiter leur contenu, etc. Ils lancent beaucoup de communautés ou de contenu fermé avec des accès premium, etc. pour protéger, je pense, le savoir parce que t'en as marre, je pense, quand même pas on va sur ton site internet et qu'effectivement, juste ton contenu est relayé. Mais bon, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Peut-être un jour l'objet d'un podcast si on veut faire autre chose. Merci à tous les trois pour vos avis. À moins que vous ayez un coup de
On est bon, hein. Non, c'est bon. Non, Ouais, c'est j'allais bon, dire, c'est pas mal. c'est bon. Bon, bah, merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, écoutez, on vous dit à la prochaine, peut-être pour un sujet plus technique, je pense, le prochain. Merci. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Ciao.